Bienvenue dans un nouvel épisode du dernier podcast. Aujourd'hui, je reçois un humoriste, un comédien, un auteur de talent que j'aime beaucoup. Le gars remplit des salles là actuellement, partout dans la France. Pour moi, c'est l'un des mecs les plus chauds actuellement sur scène. Ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour Edgar Yves. Ça va, mon ref? Ça va et toi, gars? Ouais, comment ça va, Christian? Les gamins, ils veulent faire... non, je suis désolé, mais j'aimerais démarrer par les vraies informations. Faut que, pour ceux qui nous écoutent, moi, je t'ai toujours connu sous le blast de Dikosh. Et il y a 2-3 gens comme ça, en vrai, dans le game, Dikosh, Donnell Jacksman. Putain, ils ont des noms quand même solides, parce que moi, Edgar Yves, bon, après, ça se porte mieux à 30 ans, mais à 14 ans, j'avais quand même beaucoup de mal. Mais Dikosh, ouais, ça énervait. Et j'arrive, on fait le montage, ton pote dit, ouais, Christian, tu veux que je le mette tout ça? Je fais, comment ça, Christian? Comment ça, Christian? Can you repeat the question? Christian? Ah ouais, donc c'est pas Dikosh, c'est Christian. C'est Christian. Ouais, faut dire les vraies infos aux gens, putain. C'est marrant parce que... Ça vient d'où, Dikosh, alors? Ça vient de Lingala Koshi. C'est du Koshi, en fait. Tu sais ce que c'est qu'un Koshi à la base en français? Koshi, c'est la bosse que t'as derrière le crâne. Là. Ah ouais? Ouais. T'as vu Thierry Henry? Oui. Il a une forme de crâne particulière, on dirait un obus qui part vers l'arrière. C'est ça. Qui s'étend. Bah, c'est exactement ça que j'avais quand j'étais petit. Et mes oncles, mes tantes, ils aimaient trop me charrier pour ça. Et ils m'appelaient Dikoshi. Dikoshi en Lingala. Et c'est resté. Ah, et du coup, tu t'es dit en démarrant l'humour, je vais m'appeler Dikosh. Dikosh. Donc j'ai gardé ça. J'ai pris une chose stylé. Négatif, j'en ai fait quelque chose de stylé. Enfin, c'était pas négatif, mais c'était sympa, tu vois. Et... Stylé. Bon, ouais. Faut pas que ton public pense que je me la raconte, parce que en fait, j'ai des lunettes un peu fumées là. Non. Pour ceux qui ne voient pas, j'ai des lunettes un peu fumées. Je suis allé chez Moscott hier, c'est une marque de lunettes là. Tu choisis des verres, ils fument un peu. C'est pas des trucs de vue, hein, c'est juste pour le style. Franchement, ils fument un peu et tu peux les porter en intérieur. Franchement, ça passe crème, hein? Ça passe ou pas? Non, ça passe crème. Au moment, j'essaye de dépenser mon argent, je te cache pas. J'ai fait une belle tournée, je dis les vraies infos. C'est vrai, non? Elle se passe bien, ta tournée, là? Ah, c'est là. Cette année, j'ai touché du doigt ce dont je pense on a rêvé en démarrant ce métier. En tout cas, moi, quand j'ai démarré ce métier, la nuit, quand je me dormais, je faisais des rêves de grandes salles, gens qui criaient mon nom, qui étaient là, oui, vous voulez voir mon sexe, c'est ça? Je peux, oui, bien sûr, je peux vous proposer. Bon, après, il y avait la police et tout, ça se transformait un peu en cauchemar, le truc, mais en vrai, là, c'est cool parce que partout en France, je fais entre 1500 et 2000 personnes. Ah, c'est ouf. Partout. Là, on fait le Trianon, tu vois, 3 fois, c'est déjà complet depuis 2 mois, c'est 1100 places, le Trianon, donc on fait 3300 en 3 jours, 17, 18, 19. Il y a des personnalités, qui passent, Cédric Doumbé, Raphaël Tronchet, Cyril Diabaté, des Renois que je respecte de ouf en plus. Tu vois, ouais, ça commence à rassembler un truc. Je finis complètement le spectacle solide au Grand Rex. Je vais annoncer bientôt. Grand Rex, je vais annoncer bientôt le Grand Rex et tout. Donc, mec, je suis quand même content. J'ai pas fait l'Olympia, mais bon, j'ai essayé de leur demander des dispos, ils m'ont pas donné. Mais bon, c'est une salle de Bolloré, hein, donc après, je m'attendais pas non plus. Direct. Non, mais je m'attendais pas non plus. Direct. Je m'attendais pas non plus à être pris, tu vois. Mais je me suis dit, on sait jamais. Sans échauffement. Je me suis dit, on sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être je vais être pris par l'Olympia. Bon, ils ont pas commis l'erreur. Ils ont été vigilants. Parce que frérot, s'il m'avait accepté l'Olympia, frérot, je pense que j'aurais mis Edgar Yves solide et j'aurais mis PS sans rancune Vincent. Donc, pour mon public, ça aurait été tout simplement légendaire. En fait, les gens auraient dit, le mec est complètement baisé. C'est notre rôle de foutre la merde, tu vois. Grave. Mais ouais, l'année, elle est cool. Et les problèmes qui viennent avec, évidemment, je trouve. Je trouve que j'ai fait un bon mois en termes de remplissage et du coup j'ai fait un bon aussi en termes de problèmes. Je suis plus exposé, donc ma personnalité qui posait des problèmes au départ, celle qui me permet de réussir me ramène des problèmes aussi quoi. C'est mon caractère qui fait que je suis là où je suis et c'est aussi mon caractère qui fait que j'ai les problèmes que j'ai. Donc je pense qu'il faut faire avec les deux, tu vois. Faut faire avec les deux. Là t'as des problèmes donc aussi. Bon, franchement, c'est pas des énormes problèmes. J'ai parlé avec une meuf récemment qui me racontait que quand elle était gamine, il s'était fait kidnapper, il lui était arrivé des vraies dingueries. Et ça m'a permis de beaucoup relativiser le fait qu'un tel ait dit un truc sur toi. Je me suis dit, en fait, Edgar, c'est pas sûr que t'aies vraiment des problèmes. Et en plus, moi, je me suis bourgeoisé, même parce que moi, j'ai vécu à la rue pendant 1 an. Quand j'ai dit à autre vieux que je voulais faire de l'humour, on m'a mis dehors avec 5 € sur mon compte. Il a fallu que je me gère. J'ai vécu des trucs vraiment durs. Et puis après,
après, je pense que une fois que j'ai commencé à remporter 2-3 victoires, 2-3 KO au premier round, j'ai commencé à m'embourgeoiser un peu et j'ai perdu la notion de ce qui est vraiment grave ou pas. Donc en ce moment, quand on me dit j'ai des problèmes, je dis peut-être pas tant que ça finalement. Peut-être pas tant que ça. Parce que mes problèmes, c'est un tel... C'est des rumeurs. Mes problèmes, c'est des problèmes de rumeurs que je trouve assez... Je trouve ça assez difficile, mais après, l'être humain, il est comme ça. Nous, on vit dans un milieu où quand quelqu'un, il t'aime pas, je sais pas c'est comment dans les autres milieux, mais notre milieu, à nous, quand quelqu'un, il t'aime pas, le premier type d'attaque appliqué chez nous, je sais pas comment ça se passe ailleurs, c'est la calomnie. Ouais. C'est la première chose. C'est un mec qui va dire à un autre mec en terrasse, moi, je trouve qu'il est ci, je trouve qu'il est ça. Les plus coquins, ils vont carrément t'inventer une histoire. Les moins coquins, il y a différents stades de calomnie, il y a différents niveaux de diffamation. Il y en a qui vont au dernier niveau, ils en ont plus rien à foutre. Un soir, on était en forêt, il a mis un doigt dans... Il m'a obligé à observer la lune. T'es là, mais il n'a pas de doigt. Oui, bon, il l'a repoussé. Non, il y en a, ils sont très, très chauds parce que ton existence les renvoie à un échec direct. Oublie jamais que dans ce métier, quand tu es un humoriste qui réussit, et à un moment donné, tu es au milieu de 10 gars qui font pas ce que tu fais et qui aimeraient le faire. Et qui voudraient avoir ta place. Donc, c'est pas un problème en soi, mais c'est pas un problème s'ils sont capables de gérer cette information. Tu comprends? La manière dont eux, ils reçoivent ça émotionnellement et ils le gèrent déterminera si tu peux les fréquenter ou pas. Il y a des gens, frérot, ils peuvent pas tenir le choc, frérot. Il y a des mecs dont je croyais qu'ils étaient amis avec moi dans ce métier, mais genre, ça fait genre 10 piges qu'on se connaissait et tout. Et cette année, là où j'ai commencé à réussir fort, on a pris des routes différentes parce qu'ils ont commencé à faire des vraies dingueries derrière mon dos, mais des vraies dingueries. C'est que toi, t'es chez toi, t'es là, t'es en tournée, t'es là, comment ça va à Bordeaux? Tout le monde, Toulouse, j'ai rien entendu, ils sont là en soirée. Et regarde, va faire les malins avec ces stories, là. Putain de merde. Non, mais on s'est connus dès le début, il a changé, c'est un bail de merde. Et puis un jour, tu reviens de tourner, on te donne rendez-vous dans un bar, et puis c'est ton procès, et tu dis, mais ça vient d'où cette histoire et tout? Les gens, ils sont comme ça. C'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute des autres. Et ils finissent par en vouloir aux gens d'avoir quelque chose pour lequel ils sont même pas battus. Si encore, frérot, t'avais fait des efforts de malade. Tu vois ce que je veux dire? Si t'avais couru le 100 mètres de ouf, machin, on aurait dit, dommage, j'aurais pu être le prochain Usain Bolt, mais il s'est fait les ligaments croisés. Mais c'est rarement ça, l'histoire des gens qui échouent. C'est souvent des gens qui n'ont pas fait les efforts. Ils ont pas fait les efforts. C'est un boulot d'effort. Tu vois, t'étais au Paname avant moi, Panama Café, un comedy club. Moi, quand je suis arrivé, je jouais à 14h. Au bout du 3e jour, la régie a dit au propriétaire des lieux, lui, le mettre à 14h, c'est gênant pour tout le monde. Il a un niveau trop élevé. Personne ne comprend ce qu'il fout là. C'est marrant que tu parles de ça. Je te coupe parce que ça me rappelle la fois où moi je t'ai vu pour la première fois. Et je crois que c'était justement dans un comedy club et je me demande si c'était pas au Paname. C'est sûrement au Paname. Ouais, et quand je t'ai vu, la chose que je me suis dit, puis je me dis, putain, ce mec-là, il a pas le temps. Non. Il a pas le temps. Non. Moi, je faisais partie de ceux qui arrivaient, qui jouaient, qui disaient bonjour, qui restaient polis avec les gens et qui repartaient. Mais toi, je suis arrivé, je t'ai vu, j'ai senti ton énergie directe, je me dis, putain, il a pas le temps. Non. Et il y a une autre chose que j'ai apprécié chez toi, et là, tu t'en as parlé un peu, c'est ton goût pour la vérité, en fait. Oui, frère. Je me dis, mais putain, ce gars-là, il pue la vérité, il transpire. En tout cas, dès qu'il a un truc dans la tête, il le dit. Et il y a beaucoup de gens dans les comédie clubs qui sont dans le politiquement correct, tu vois. Toi, t'es arrivé, t'as dit, non, pourquoi moi je joue pas, alors que lui joue, et il a pas le niveau. Oui. Pourquoi tu posais les vraies questions, les questions que les gens avaient honte, souvent honte ou osaient pas parce que ils ont peur ils avaient peur de perdre quelque chose. Et toi, je suis arrivé, quand je t'ai vu arriver, je me dis putain, ce gars, il a peur de rien, il a pas peur de perdre quelque chose et il dit les choses et il est sincère. Et je me suis dit, tu m'avais mis une baffe. Mais c'est le background des gens qui aident à comprendre. Et peut-être que tu devrais nous dire d'où tu viens, parce que c'est... Moi, je m'appelle Edgar Yves Monou, fils de Edgar Yves Monou Junior, fils de Edgar Yves Monou. Mon père a fait tous les postes chez moi, sauf président de la République. Au Bénin, mon pays d'origine, m'appelait Edgar Yves Monou Junior. Donc là-bas, le gars avait des plans pour moi. Hein. Oui, il a vraiment écrit Junior. Hein. C'est vraiment des gars, hein. Le gars a vraiment écrit Junior sur mon acte d'état civil, frérot. Il a pas compris que Junior, c'est un surnom. Il dit non, point dessus. Attends, dans mon pays, Junior, c'est un prénom. Non, c'est pas un prénom, en fait.
Il faut rétablir la vérité. C'est pas un putain de prénom, en fait, Junior. Vous êtes complètement irresponsable. C'est une taille de vêtements. On dit pas, vous êtes malade. C'est un niveau dans un cabinet associé Junior, d'accord. Mais c'est pas un prénom, bande de bâtards. On est complètement malade. De toute façon, nous, avec nous, bienvenue. Laisse tomber. Laisse tomber, on est fous, nous. Et un jour, je lui ai dit au don, mais pourquoi tu m'as appelé Junior sur le l'acte d'état civil? Il me dit, bon, c'était pour être sûr. Il m'appelle Edgar, il dit, si vous voulez être sûr qu'on nous confonde, mais si tu voulais être sûr, il fallait m'appeler Raoul, en fait. Là, il n'y avait aucun débat, en fait. Tu m'appelais Alain, Christian, Didier, Dicoche. Mais le gars, il m'appelle comme lui et il me crée des problèmes que je n'ai pas demandé avant même ma naissance. Tu vois, c'est le type de gars que moi j'ai eu. Donc, le gars est prévu que je prenne sa place en politique, que je sois avocat, je reprends le cabinet familial aussi, parce que j'ai ma licence de droit. Donc, le plan était de reprendre le cabinet familial et après de me lancer en politique et aller là où il est jamais allé, devenir président. Il avait un schéma comme ça. Bon, c'est pas du tout passé comme il avait prévu, frérot. Je suis arrivé un matin, je lui ai dit, moi, je vais faire comique. Il dit, c'est-à-dire comique. Où ça? Comique quoi? Comment? Attrapez-le. Donc, bon, c'est une course poursuite. Qu'il ne sorte pas de cette pièce. Il ne sorte pas de cette pièce. Donc, c'est une course poursuite qui s'est finie dans la rue, où je suis resté. Ça a été très, très dur pour moi. Je suis passé de gosse de riche avec 2000 € par mois à rien foutre à Poitiers, avec 2000 € par mois à rien foutre à vraiment... pendant à peu près 5 ou 6 mois dehors, frérot, dormir sur des bancs, voler dans les magasins pour bouffer, avant de finalement être hébergé par des potes qui m'ont pris en pitié. Et là, c'était aussi une autre forme de calvaire, hein, parce que quand t'es pas chez toi, hein. Et on te le fait comprendre. Au début, on t'héberge avec gentillesse, et au bout de 4 jours, on te fait vite comprendre que finalement, t'es pas chez toi. Donc, c'était assez difficile. Donc, moi, je viens de là. Moi, c'est le truc le plus traumatique, le plus traumatisant que j'ai vécu dans ma vie, ça, de me retrouver un peu dehors. Ouais. Donc, c'était difficile pour moi. Et je me suis retrouvé là-dedans parce que, si tu veux, je n'aime pas qu'on m'impose ce que je dois faire dans la vie. J'aime pas les menteurs, les voleurs, les tricheurs. Et j'aime pas les faux semblants. Or, c'est un milieu, notre milieu, où il y a énormément de faux semblants. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'étais un problème dès mon arrivée. Moi, mais de ouf. Moi, c'est ça. Je me souviens de ça. Moi, je me rappelle très bien, frérot. Dès que je suis arrivé, frérot, putain, j'ai le nez qui coule. Dès que je suis arrivé, frérot, j'étais un putain de problème. Mais moi, j'ai trouvé que tu faisais du bien, justement. Parce que tu posais les bonnes questions. Il y a des gens, moi, je fais partie de ceux, quand je suis arrivé, je voulais pas me prendre la tête, tu vois. Pas me prendre la tête. J'arrive, je veux jouer, je veux partir, je veux rejoindre ma famille dans le 77, t'as vu? Je te fais venir dans mon village. Ouais. Tu comprends le cadre dans lequel je vis. Quand j'ai très vite compris que c'était, tu vois, on en parlait juste avant, c'était tout le monde voulait devenir calife à la place du calife. Dès que j'ai compris que c'était cette règle, moi j'avais quitté l'entreprise pour venir dans le game. Et dès que j'ai compris que c'était le même schéma en fait qu'en entreprise, j'ai dit vas-y, laisse-moi venir faire mon truc que j'ai envie de faire parce que j'ai un rêve quand même et j'ai une passion. Et après je rentre à la maison, tu vois. Mais toi t'es arrivé avec un aura déjà dès le départ. Dès que t'étais là, on savait que t'étais là. Et quand tu parlais, c'était que la vérité qui sortait. Je me dis, putain. Non, ça pose un problème. Effectivement, c'est peut-être comme tu le dis. Oui, t'étais problématique, mais pour moi, problématique dans le bon sens. Mais parce problématique, c'est un mot qui me colle à la peau depuis que j'ai démarré ce métier. Ça n'a jamais... C'est-à-dire, ce mot ne m'a jamais décollé à la peau. Tout le monde a toujours dit, il est problématique. Et parce que, en fait, ce que je vous dérange parce que... Enfin, je dérange ces gens-là, notamment récemment les pseudo, je dis bien, féministes de notre milieu, parce que deux pieds dans le plat. Parce que moi, toujours. Moi, tu me connais, moi, il y a aucun problème pour ça. Oui. Toujours. Le matin, le soir, le midi, quand tu fais, moi. Tu sais, Dicoche, il n'y a pas de... La casserole. Emmenez-moi la casserole. On met les pieds dans le plat quand tu veux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Obélix. Oui, du Bénin. Tomber dans la vérité. Donc voilà. Je dis bien les pseudo féministe, parce que j'ai entendu ça, il y a un soir, il y a une meuf qui vient, frérot, je le fais en accéléré, hein, comédie club qui m'emmerde, qui est dans une soirée, je suis pas d'accord avec elle en débat, elle va dire dans les oreilles de tous mes potes dans la même soirée, c'est au Barbès Comedy Club, hein, vous pouvez téléphoner pour vérifier, c'est facile à vérifier, hein. C'est simple à vérifier, frérot. Okay. Elle dit aux gens, il est misogyne, machin. Bon, moi, à l'époque, on fait un peu les cons. C'est à l'époque, ça picole, ça prend de l'AC, vraiment, on est tous alcoolisés et drogués, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis en train de, bon, évidemment, il y a longtemps, hein, depuis moi, je ne bois plus, je ne fume plus, je machin. Mais tu vois, j'ai aucun problème à dire la vérité, y compris qu'à un moment donné de ma vie, je me suis drogué. C'est des soirées, on était tous drogués. Tous.
Tu vois ce que je veux dire? Sous cocaïne et alcool. Donc, peut-être qu'ils auront du coup du mal à confirmer le récit, puisque je lâche des vraies informations. Mais on est là, on fait la fête. Il y a une meuf qui dit une merde en débat. Je dis, ouais, ta gueule. Voilà, c'est pas parce que t'as une meuf que tu n'y arrives pas, c'est parce que t'es nul. Bon, l'autre, elle avait poney le jeudi. Elle avait poney tous les jeudis à 16h. Donc, quand je lui dis ça, si tu veux, elle sent tout de suite les voix de l'Afrique. Emmanuel, oh, hey! Il y a nos ancêtres qui viennent. Il y a nos ancêtres qui viennent la soulever. Et plutôt que d'accepter et que ça déclenche chez elle une réflexion, elle préfère gérer ça en disant aux gens, il est misogyne. Et c'est là où c'est des vrais connasses, ces meufs-là. Parce que t'es vraiment nul, en fait. T'es pas nul selon moi. Ce que je l'ai dit en vidéo et ça avait bad buzzé sur les réseaux, mais je le redis là. Pour que ce soit bien clair. C'est pas toutes les meufs qui sont nulles. Toi, t'étais nul, toi. Je dis bien toi spécialement, tu étais nul. C'est ad hominem, direct. C'est une attaque à toi, tu es nul. C'est-à-dire que toi, et tu es pas nul, selon moi, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas selon moi. Je vais expliquer le concept de nul. Nul, ça veut dire que lors d'un plateau où il y a différentes personnes qui passent, ça rigole avant ton passage. Ça rigole après ton passage et pendant ton passage. Et là, ça devient mystique. Il y a le Jésus qui dit, libérez-la! In the name of Jesus, libérez! Vous êtes libérés! Libérez! Les gens, ils sont là. Le gamin, il a dit, ça chante le gospel. Ça chante le gospel. Pendant que tu joues, tout le monde est là. Parce que tu es nul. Tu n'arrives pas à enchaîner 2-3 passements de jambes corrects. Tu te prends les pieds dans la pelouse, le menton directement. Tu es nul. Tu fais tomber aucun rire. D'accord? C'est ça être nul dans notre métier. Sévère parce que on fait un métier où tant que t'es personne, frérot, t'es traité comme une merde. Ouais. Ce que j'ai pas aimé dans certains articles, c'est que ils ont voulu nous faire croire qu'il y a que les femmes qui ont souffert dans ce milieu. Frérot, quand on est arrivé au début en Comedy Club à Paris, ça a été difficile pour tout le monde parce qu'on fait un boulot où peu importe ton sexe, tant que t'as pas mis de but, on te traite comme une merde. Je me suis pas embrouillé avec le Paname, moi. Je me suis pas barré avec tête contre Derka. Partout, je suis passé dans ce milieu, on m'a marché dessus. Dans toutes les zones. Pourtant, j'ai ravalé ma salive. J'ai rien dit. J'ai bu de l'eau fraîche là-dessus. Je suis allé m'entraîner au Mont Fuji avec Maître Lee. Et je suis revenu. Et faire des nouveaux katas. Et maintenant, partout où je passe, on me respecte. Tu veux jouer? Non, merci. Tu veux jouer? Non. Je suis juste venu boire un verre, de rigoler avec les copains, je m'en vais. J'ai pas besoin de jouer chez vous. C'est ce niveau-là que j'ai atteint parce que je suis ravalé ma salive. C'est pas seulement les meufs qui ont vécu ça, tous les mecs l'ont vécu. Et donc, je disais donc qu'il y a une loi dans notre milieu qui est très simple, qui, même si elle est sévère, elle est comme ça, elle est immuable. Vous pouvez faire tous les papiers que vous voulez, sortir toutes les chartes que vous voulez. À la fin, ce sera la même loi. Dans ce métier, soit tu claques, soit t'es claqué. Ça là, tu peux faire tous les articles que tu veux. Tu peux te victimiser, sauce mayo, harissa, algérienne, barbecue, pommes frites, c'est une des meilleures. Non, pommes frites, c'est une des meilleures. C'est tu peux te victimiser à toutes les sauces que tu veux. À la fin de la journée là, tu te retrouves en face du même problème. Hein. Faut faire une bonne blague. Ah, je suis obligé? Oui, madame. Si, monsieur, vous êtes obligé. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, hein? On ne peut pas. Tu dois faire une blague. Oh. Bon, comme je suis dehors, j'ai senti que c'était... Ah, voilà, on y revient. Là. Écoute, il y a des gens, s'asseyent du soir au matin, ils tentent de faire une vanne entre 14h et 16h. 14h, ils y vont. 14h30. Vers 15h, 22h, ils disent, bon, en tant que femme, oh, Denise, ressaisis-toi, Denise. Non, tu sais pas ce que j'ai vécu en tant que femme. Non, Denise, c'est ces meufs-là qui m'emmerdent. Je comprends. Tu comprends? En tant que, si j'ai vécu des choses. Toi, t'as rien vécu, toi. Il y a des femmes qui souffrent vraiment. Je côtoie des femmes qui souffrent vraiment. Dans ma famille, frérot, il y a eu des viols, il y a eu des vrais dingueries, frérot. D'accord? Donc, quand je vois une meuf qui raconte de la merde, à qui il n'est rien arrivé, je lui dis, hé, toi, il t'est rien arrivé, toi. Toi, on devrait te mettre dans une pièce où on te fait visionner les témoignages de femmes qui ont vraiment vécu des trucs. Et après, on vient, on te dit, vas-y, répète maintenant.
Répète maintenant que hier soir en soirée, t'as dit à un mec, je t'aime pas, et t'as répondu, va niquer ta grand-mère, et que du coup, tu considères qu'il t'a harcelé moralement. Vas-y, répète. Répète, on te met les témoignages, répète. Elles pourront pas le faire, tu comprends? On vit dans un monde où plus que jamais, dit Coche, il faudra avoir le courage de la nuance. Il faut avoir le courage de la nuance. Pourquoi on devrait considérer les choses comme étant absolues comme ça? Il faut nuancer. Il y a des femmes à qui il arrive des vraies dingueries, et celles-là, mec, je suis prêt à mourir pour les protéger. Mais je combats tout aussi violemment celles à qui il n'est rien arrivé, qui instrumentalisent un combat noble pour essayer de fixer le rêve ou de faire en sorte que le monde s'ajuste à elle. Il y en a qui disent, oui, le comédie, c'est pas une safe place. Ça a été une safe place pour qui, ma soeur? Tu connais une femme, toi, qu'on a accrochée à un croc de boucher parce que c'est une meuf, toi, en comédie club? J'en connais aucune. J'en connais aucune, frérot. On voit des articles. Oui, ils disent en loge, je vais enculer cette salle. Si toi, le fait d'être arrivé dans une loge où on dit je vais enculer une salle, ça a niqué ton rêve, honnêtement, il n'était pas solide. Je suis désolé de te le dire, mais c'est la vérité, ça, frérot. Ce qui compte, c'est le taf. Mec, qu'est-ce que moi, on m'a pas fait dans ce milieu, frérot? Et c'est les mêmes personnes là qui te disent qu'elles n'aiment pas la violence de ce milieu, qui emploient des méthodes on ne peut plus violentes. Cyberharcèlement. Elles viennent systématiquement à 15 contre 1. C'est jamais du 1 contre 1, frérot. Toujours 15 contre 1 parce que on est quand même un peu mieux. En équipe, c'est toujours ça. Mensonge, calomnie, ça les dérange pas. Si ce que tu veux vraiment, c'est la vérité, pourquoi tu mens pour faire un papier? Si ce que tu veux, c'est améliorer une cause ou la défendre ou ou faire valoir ton point de vue, pourquoi tu mens? Si vraiment ton camp, c'est la vérité, t'as pas besoin de mentir. Alors, dis la vérité, frérot. J'ai posté la vidéo, moi, il y a quelques temps, là, où je disais ce que je t'ai dit, là, qu'il y en a qui mentent et qu'il y en a qui disent de la merde. Il y a que les nuls qui sont venus commenter en dessous de ma vidéo. Qui sont venus dire, oui, d'où est-ce qu'on ressent? Oui, mais toi, on te connaît pas pour un seul de tes sketchs, toi. D'accord. Moi, frérot, je vais te dire un truc. Les gens peuvent dire beaucoup de trucs sur moi dans ce milieu. Tout le monde te donnera une idée sur mon caractère, machin et tout. Mais est-ce que tu as déjà entendu un mec dire que je suis nul? Ou une meuf? C'est déjà arrivé, ça? Non. Voilà. En tout cas, pas à mon oreille. Voilà. Ceux qui me connaissent, frérot, ils me connaissent pas parce que je me suis mis dans une position victimaire ou quoi que ce soit. Ils me connaissent parce que je prends la parole, je dis des trucs, j'essaye d'avoir un propos sensé. Ouais. J'ai le souci de mon prochain, j'ai un esprit noble, je tente d'améliorer les choses et je tente d'obliger les gens à la nuance, même quand ils la veulent pas. Le principe de soit tu dis ce qu'on veut que tu dises, quel que soit le sujet, soit t'as une merde là, frérot, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Il y a que les sites qui sont aussi absolus. T'es avec ou contre nous, ça veut dire quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? On vit dans ce monde-là, les comédiens, ils sont vachement comme ça. C'est pour ça que c'est un milieu qui est insupportable. Parce que ils n'ont aucune forme de nuance. Comme c'est un métier où on bosse avec nos sentiments, il y en a qui ont du mal à débaucher. Il y en a qui sont dans l'affect de A à Z. Donc eux, quand ils ont un souci avec toi, principalement quand on a un problème avec quelqu'un dans la vie, écoute, Dikosh, d'abord il y a deux choses. Des fois il y a des chemins qui se séparent. Écoute, on n'est plus fait pour s'entendre, tu vas à gauche, moi je vais à droite, que Dieu nous protège tous. On pourrait aussi se la jouer comme ça. Mais non, à cause du problème d'affect et émotionnel qu'ils ont, quand eux ils n'aiment pas quelqu'un, il faut que cette personne-là soit cancel. C'est selon cette théorie-là qu'on va dire, je me suis engueulé avec lui, il m'a répondu, j'ai mal vécu l'engueulade, ne le faites plus jouer. Tu te rends compte du niveau d'ego qu'il faut avoir pour que si quelqu'un t'a pas plu, il doit plus travailler. Il doit plus exister. C'est cet extrême-là qu'on leur dit, mais vous avez pété un boulard, en fait. Où tu dis à 2-3 meufs là qui ont justement voulu me créer des problèmes, tu dis, mais t'es malade, toi. Toi et moi, on s'est engueulé, tu m'aimes pas, mais c'est la fin de l'histoire. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Mais il est particulier ce milieu, et je pense qu'on sera d'accord, parce que en plus du travail, t'as autour de nous, t'as la célébrité, t'as l'argent, t'as les garçons, les filles, en fonction de tes goûts, et je trouve que ça vient encore plus fausser nos relations, parce que en vrai, tout à l'heure je faisais le parallèle avec l'entreprise. En vrai, dans l'entreprise, tu retrouves les mêmes schémas. J'allais te dire. Tu retrouves exactement les mêmes schémas. Frérot, mais ils sont juste le monde de l'humour. Ils sont juste amplifiés dans le monde de l'humour. J'ai l'impression qu'ils sont juste amplifiés, ou dans le monde du show business entre guilets. Mais tout le monde va se reconnaître là-dedans, frérot. Amplifié. Dans une entreprise, il y a un mec qui marche plus que les autres, non? Bon, voilà, c'est pas ce que tu dis là. Non, c'est vrai, mais frérot,
Il faut élargir. Puisqu'en plus on fait un podcast, il faut élargir. C'est valable à tous les corps de métier, frérot. On est d'accord. Qui est-ce qui... Écoute, je vais t'expliquer, c'est très simple. C'est qui celui que la plupart du temps on critique? Où ça? Au taf. Quelle est la particularité de celui ou celle qu'on critique? Écoute, ma meuf, frérot, c'est une Italienne, franco-italienne, c'est une meuf qui gère des équipes. Donc, elle a à peu près une quinzaine de mecs sous ses ordres, mecs et meufs. Elle est ingénieure dans l'énergie. Elle va dans les entreprises pour dire comment ils doivent être plus écolo, machin. Bon, encore une tactique pour prendre un maximum d'oseille. Bon, et ma meuf, donc, elle a un poste en fonction. Elle est juste en dessous du PDG, je ne sais pas comment ils appellent ça, un truc comme ça. Elle a 15 mecs et meufs sous ses ordres. Elle me dit elle-même que c'est les meufs qui sont les plus gênantes avec elle. Et que les meufs disent que si elle est au poste où elle est là, c'est forcément parce qu'elle s'est fait sauter. Il y a des meufs en 2024 qui disent d'une autre meuf qui est à un haut poste de fonction que si elle est là, c'est parce qu'on l'a baisé. C'est pas misogyne, ça? C'est pas un problème féministe, ça? Et c'est des mecs ou des meufs, ça? Donc tout n'est pas noir ou blanc. Et la nuance, c'est hyper important. Première chose que je veux leur faire comprendre. Parce que on veut me faire passer pour le méchant. Mais je veux obliger tout le monde à nuancer. Je ne veux pas mettre au même plan une meuf qui s'engueulait avec un mec et une meuf qu'on a violée dans un coin qui voulait pas, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas la même chose. Faut nuancer les choses, c'est important. Et ensuite, quelle est la personne qu'on a toujours critiquée, frérot? Celle qui est en haut, qui est devant. C'est systématique. En humour, on n'a jamais calomnié le mec qui prend des bides tous les jours. De temps en temps, on se fout un peu de sa gueule, vite fait, parce qu'on est des humoristes et que c'est notre nature, se foutre de la gueule des gens. Ceux qui disent, oui, oh là, j'ai un concours de vannes. C'est comme si tu vas au centre d'entraînement du PSG, tu me dis, il jonglait, il jonglait, pied gauche, pied droit, ambidextre. T'es complètement crevé, Philippe. C'est du foot qu'ils font. Tu m'attendais pas. Ah, mais il y a écrit PSG, centre d'entraînement. Tu croyais qu'ils allaient faire du dombolo? C'est quoi ton concept à toi? Donc, on critique toujours celui qui a une forme d'avance, celui qui est toujours un peu en avant, celui dont le dos est devant et on lance des shurikens dedans. Donc, quand on vous critique, moi, les problèmes que j'ai là, cette année, c'est bon, c'est aussi parce que j'ai atteint un nouveau stade. C'est ce que j'allais dire. J'aurais pas eu ces problèmes-là autrement, frérot. Tu comprends? Il y a des meufs, frérot, que je connais même pas, qui sont arrivées en dessous de ma vidéo, qui se sont mis à comment. Je ne les connais même pas. Il y a des meufs, frérot, je dis là, mais alors toi, quel déchaînement de haine. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Mais tu viens faire quoi, là? Tu viens créer une ambiance, tu viens créer un buzz, tu viens gratter quelque chose. Les commentaires, après, c'est un monde parallèle. Hein. Non, vraiment... les commentaires de gens qu'on ne connaît pas, oui, ça, on est formé pour. OK? On sait que Internet est violent. Tu as des gens précis. On sait qu'il y a un mec qui peut se lever un matin, il t'aime pas, il fait je vais retrouver ta mère, je vais te faire un petit frère. Et là-dessus, il se fait un pastis. On sait que Internet, c'est comme ça. Pour lui, c'est normal ce qu'il vient de te poser là, comme ça. Il vient, il chie sur ton front et puis il part. Et il repart. C'est la vie, ça. J'aimerais bien croiser une personne comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, alors, on veut pas trop? Parce que je peux te dire que, il dit, Mike Tyson, Internet vous a trop habitué à manquer de respect aux gens. Je sens qu'on vous casse la gueule pour ça. Grave. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, si quand ils mettaient leurs commentaires là, je t'aime pas, on va retrouver ta mère, on va te faire un petit frère. Si quand ils mettent ça là, à la fin, quand ils appuient sur envoyer, on leur dit, il est en bas. En bas, c'est-à-dire, ben il est en bas là, sous le rez-de-chaussée, il faut... Ah, t'as dit Riner? De champion Oui, il faut aller le voir. Et là, quand tu descends même... Mets ton kimono. Hein? Parce qu'avant, tu as écrit, ouais, judoka de merde, je te prends quand je veux. Il est en bas. Mais il est en bas, c'est de manière physique. Oui, on l'a déposé là en BMW, il faut descendre. Le gospel. Oh, champion! Comment ça, champion? Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils sont dans la haine. Je comprends cette haine-là. Tu vois, moi, j'ai vu ceux qui sont venus commenter sous de ma vidéo. Je comprends cette haine-là. Cette haine-là, c'est la frustration non gérée. Ça veut dire, il ou elle, bon, en l'occurrence, c'était 2-3 meufs, donc je suis bien obligé de le dire, sont pas à l'endroit où ils veulent, puis ils viennent, ils tentent de créer quelque chose. Sinon, comment tu peux justifier qu'une meuf que tu ne connais même pas arrive, mettre des commentaires comme ça, machin. Bon, après, je dis c'était le féminisme, donc pourquoi pas. Mais de manière générale, c'est un milieu où il y a beaucoup d'appelés, très très peu d'élus. Ouais. Frérot, il y en a 5 à vivre. sur 15 000. Et c'est dur à vivre quand t'es pas l'élu, en fait. Mais c'est dur.
C'est dur à vivre. Certains savent le gérer, d'autres ne savent pas le mais gérer. Tout ce que tu es en train de faire parce que tu es frustré là, faut que les gens comprennent que à la fin de tout ce déchaînement de colère là, ils vont revenir à la case départ. Hein. Faudra encore écrire une blague. Écoute, il y a personne qui est devenu ultra connu parce que il ou elle est allé mettre un commentaire en dessous de la vidéo de je sais pas qui. Reprends-toi. Boss. La réussite, c'est pas l'affaire privée de 2-3 mecs ou 2-3 meufs qui ont de la chance, 2-3 mecs qui ont des privilèges. Non, non, non. La réussite, là, dans notre milieu, c'est une histoire d'être bon ou pas bon, de claquer ou d'être claqué. C'est que ça, en fait. Et ça, là, c'est à la portée de n'importe qui. Je connais plein de meufs qui y arrivent. Je connais plein de mecs qui y arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de meufs qui y arrivent dans le milieu. Il y a plein de mecs qui y arrivent dans le milieu. C'est une question d'effort et de travail. Tout le reste, là, c'est de la poudre aux yeux. C'est une invention ridicule. Ça ne correspond à rien du tout. Faut travailler, faut bosser. Si jamais quelqu'un fait un truc qui rentre sous le coup de la loi, ben, on sera les premiers à défoncer la personne en question. Tout le reste, là, c'est une histoire de boulot, hein. Finalement, quand tu me parles, je me dis, Edgar Yves, t'aurais fait un bon politicien finalement. Est-ce que ton père n'avait pas raison? Mais avec ton amour pour la vérité, c'est sûr, si t'avais fait politicien en Afrique, on t'aurait flingué. Frère, il m'aurait tué. Tu aurais flingué. Lumumba Sankara. Oui, Gary, il m'aurait tué en 2 jours. Par contre, ce qui est ironique, et je te l'accorde, c'est ouf. C'est que mon père me bannit parce que je refuse de me plier à ses injonctions, à savoir rentrer en politique, être avocat. Et alors qu'il m'a évidemment élevé pour être dans l'élite, donc on m'a appris, on m'a élevé à la dure, je devais lire des bouquins, faire des rapports, Madame de Bovary, Stendhal, le rouge et le noir, l'être et le néant. T'as une culture de ouf maintenant du coup. Et oui, ça se sent, et ça se sent dans ton humour, je pense. Et c'est pour ça que les gens t'aiment en fait. Les gens t'aiment et ils sentent. Parce qu'au-delà de la bêtise ou les fous du roi qu'on peut être, quand il y a de l'intelligence en plus derrière, t'as un autre niveau en fait. Bah, c'est un autre niveau. De toute manière, tous les humoristes qui embrassent la dimension socio-politique de ce métier, c'est-à-dire justement fou du roi, ça veut dire gros, prêt à tout pour faire triompher la vérité. C'est ça que je kiffe. De manière drôle, mais prêt à tout. Ça veut dire... Le mec est en bif avec Bolloré, quoi. Frère. Le mec est en bif avec Bolloré. Ben voilà, c'est tout. Parce que j'arrive... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Frère, j'arrive sur la chaîne de Bolloré, on me dit, voilà, t'es chez Bolloré. Moi, je me dis, bon, ben, c'est peut-être le bon endroit pour dire... c'est maintenant. Pour dire qu'il a volé. Oh, vraiment, coupez tout. Trop tard, c'était en direct. Donc voilà, mais tu vois, je suis un peu comme ça. Donc même pareil, sur les meufs, quand on me dira, il faut absolument tenir tel discours sur le féminisme dans ce milieu, je dirais non. Je connais des meufs qui souffrent et je connais des connasses. Tu comprends? Et ça, je le redis tous les jours. Tu comprends? Parce que c'est la vérité. Et je le dis dans tous les domaines. Regarde, c'est ça que devrait avoir comme craint un artiste. Le problème dans ce métier, c'est que beaucoup de gens, et même pas dans ce métier de manière générale, il y a beaucoup de gens, frérot, qui dans la vie, ils se battent pour avoir des choses, mais ils comptent sur d'autres choses, d'autres personnes, d'autres entités pour les aider à parvenir à l'endroit où ils veulent aller. Je donne un exemple tout con. Il y a des humoristes, frérot, qui te diront exactement ce qu'ils doivent dire pour être sur France Inter. Te dis, c'est la gauche bien pensante, là, qui justement, sous couvert de tolérance, est extrêmement intolérant. C'est des gens, ils sont extrêmement intolérants. Ceux qui parlent de tolérance, mec, en 2024, c'est les gens les plus intolérants que j'ai vus depuis que je suis enfant. Et j'en ai vu des gens intolérants. Mais ceux qui disent maintenant qu'il faut être ouvert, là, ce sont les pires. Ils te cyberharcèlent, ils te niquent ta grand-mère de toutes les manières où ils peuvent. Ils passent, s'il faut, par le mensonge. Ça veut dire qu'ils t'ont vu un soir dans une ruelle égorger un chat, ça les dérange pas. Même si c'est jamais arrivé. Tu te rends compte du niveau où ils sont rendus, les gens? Moi, c'est ce que j'ai vécu quand on a commencé le MeToo dans ce milieu-là et que j'ai voulu apporter un peu de nuance. Mec, qu'est-ce qu'on m'a pas foutu comme histoire sur le dos? Impossible de le mettre au grand jour puisqu'il n'y a rien. N'importe quel journal qui dit un truc sur moi qui est faux, frérot, c'est de la caillasse gratuite, hein. C'est de la caillasse gratuite pour moi. Et moi, mon public, frérot, il va pas arrêter de venir me voir pour, oui, à un moment donné, il s'engueulait avec une meuf qui a mal le cul, ils diront,
Pareil, ben, la vie est dure, hein, qu'elle se prenne un casque. Nous, en tout cas, on a pris les places pour le Trianon. Allez, champion, on y va. Allez, champion, on est tous ensemble. C'est le grand jeu. La France est debout. N'allez pas le voir. Pourquoi on va pas le voir? Mais j'aime pas. Ah non, mais ça on s'en branle, Gwendoline. Allez, champion, on est tous ensemble. Oui, c'est ça la réalité. Et je voulais te finir mon raisonnement. Le problème de compter sur d'autres gens pour réussir, ça veut dire, ça t'empêche d'être toi-même. Ouais. Mon frère, les 4 T de Télérama là, ou les 3 T, ou les 2 T. Bon, à partir de 2 T, hein, ça devient un peu chiant. Mais en tout cas, les T de Télérama, là, c'est pas obligatoire. Et en plus, moi, je les ai eus sur mes 2 spectacles, Certifié Taquin et Solide. Et plus j'ai avancé, plus j'ai fini par comprendre à quoi ça pouvait correspondre d'avoir les 3 T. Oui. Oui. Je sais quelle impression, moi, je leur ai fait quand ils m'ont vu la première fois. Et maintenant, je sais la raison pour laquelle on est éloigné. Parce que si je veux avoir votre validation à vous, il y a un discours que je dois absolument tenir. Si je ne le tiens pas, vous ne me validez pas. Bon, ben, le mieux, c'est que vous ne me validiez pas. Parce que être moi-même, c'est plus important qu'avoir 127 T. Quitte à te mettre à dos ta famille, quitte à te mettre à Frère, dos... je me suis embrouillé avec mon père. Ouais, c'est le début de ma vie, ça. Ouais. Tu penses vraiment que 4T ou 3T ou 20T, ça va me faire un truc, moi? Tu penses vraiment que être dans la sélection des humoristes 2024 de Canal+, ça va me gratter le cul, j'en ai rien à foutre. Tout est une question de performance et mon talent, vous ne pourrez pas me l'enlever. Donc moi, je vais continuer à jouer, à casser des bouches, tu vois, à mettre des vidéos et à vendre mes tickets. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être validé par une pseudo bien-pensance de mes couilles, frérot? De toute façon, j'explique aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a soit t'es un bon journaliste, soit t'es une pute. Et il y a très peu de bons journalistes. Hein. Je répète, soit t'es un bon journaliste maintenant, soit t'es une pute. Et il y a très peu de bons journalistes, frérot. Donc, être validé par cette équipe-là, non, parce qu'on se connaît maintenant. On sait qui est qui, en fait. On sait qui t'es, on sait qui vous êtes, en fait. Donc, j'en ai à foutre que tu me valides. Les gens ne croient pas suffisamment en eux. Moi, j'ai l'insolence de croire qu'avec ou sans leur validation, je vais quand même trouver mon chemin. Est-ce que c'est pas ça le travail d'un artiste, finalement? On n'est pas censé... Est-ce que c'est pas ça le travail d'un artiste? Mais si, t'as vu ce qu'il a fait, Jamil? T'as vu Jamil récemment, frérot? T'as vu Jamil, il est arrivé France Inter, il a posé ses couilles sur le mic, frérot, et il leur a dit, allez niquer vos grands-mères. C'est pas ça la place d'un artiste? Et après, tu vois les mêmes journalistes qui disent, bravo! Ah ouais? Toi, tu dis, on te connaît, toi. Qu'est-ce que tu viens commenter, quoi, pour dire, les vrais savent de quoi, les vrais savent quoi? On te connaît, toi. Là, c'est quand ça t'arrange. Quand t'as envie de faire un truc sur Bolloré, dans ce cas-là, tu viens me voir. Et dès que je vais dire un truc sur la meuf que t'aimes pas, dans ce cas, je suis plus un bon gars. Les journalistes, frérot, c'est des gens, ils peuvent t'élever un jour et te chier dessus le lendemain. Pour ce simple constat-là, que ta stratégie d'évolution repose sur eux, c'est pas suffisamment fiable. Frérot, quand tu fais un plan, tu dois faire un plan qui fonctionne, on est d'accord? Tu veux pas faire un plan par rapport à des gens. Si tu dis un truc qui leur plaît, ils vont te saucer. Si tu dis un truc qui leur plaît pas, ils vont t'enfoncer. C'est pas fiable comme stratégie. On est d'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes percent sans même passer par des canaux classiques. Ben oui, comme parce que la télé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir des chaînes de mailing. Tu peux mettre en place des choses toi-même pour être ton propre média, en fait. Oui, mais ça oblige à être bon. Ouais. Et encore une fois, mais ça, être bon, ça veut dire se lever le matin. Et à bosser aussi. Oui. Ça veut dire se lever le matin, écrire des blagues de 8h à 20h, aller les tester après de 20h à 1h du matin et recommencer le jour d'après. Il y en a combien qui font ça dans notre métier? C'est vrai. Il y a combien d'escrocs, frérot? Je te dis, il y en a, ils écrivent, ils disent non, franchement, c'est mieux si c'est parce que je suis noir et que j'en suis là, ou parce que je suis arabe, ou parce que je suis une femme. C'est honteux, en fait, de faire ça. Parce que le noir qui fait ça, il faut le dire, frérot, il y a des renois qui sont encore en esclavage dans la planète. Il y a des coins du monde où il y a encore l'esclavage. Donc, ton ressenti de merde, là, faut que tu le ranges quelque part. Faut dire à une meuf, il y a des meufs qui meurent sous les coups de leur mari tous les 3 jours. Quand tu dis que un mec avec qui tu t'es engueulé a été violent, tu parles de quelle forme de violence? C'est honteux ce que tu fais. Faut dire aux Arabes, frérot, regarde ce qui se passe à Gaza, regarde ce qui se passe dans l'autre coin du monde. Arrête tes conneries, toi. Ton problème, c'est que t'es nul. Faut que tu gères cette information-là. La vérité. Ben oui, faut que tu gères cette information-là rapidement parce que t'es en train de faire des dégâts.
Faut que tu la gères, cette information-là, parce que tu es en train de faire des dégâts, parce que tu n'arrives pas à la gérer. Tout est bon, sauf admettre que tu es nul. C'est facile pourtant. Tu es nul. Mais il y a des remèdes à ça. Il y a le travail. C'est pas un problème d'être nul. En fait, on croit que quand je le dis, moi, j'éteins la personne qui est nulle. Non, moi, j'ai été nul. Et je suis nul dans plein d'autres trucs. Edgar, ça fait mal, la vérité. Mais écoute, Dico, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça suffit, en fait. J'en ai plein le cul, mon frère. Ça suffit. J'en ai marre. Ça suffit, en fait. J'en ai marre. Non, ça fait mal de quoi? La vie est censée ne pas être douloureuse. C'est vrai. C'est quel monde qu'on a créé où on n'est pas censé avoir mal une seule fois? C'est quelle utopie, ça? Bande d'imbéciles. Ça commence à me faire péter un plomb, en fait, frérot. Ça fait mal, la vérité. Va niquer ta grand-mère, en fait. On n'a pas tous mal tous les matins au réveil ici. Pasteur, calmez-vous, pasteur. Non, mais écoute, il faut dire la vérité aux gens. Si tu veux pas avoir de problème, meurs. Décède. Va, écoute, prends un badge, va à la défense, tu montes en haut d'un grand immeuble. Tu vas Je viens pour un entretien. Pour un entretien et tu feintes tout le monde et tu accèdes au toit. Et là, tu sautes. Tous tes problèmes seront finis. C'est vrai. Tous tes problèmes seront finis. Sinon, si tu veux être parmi nous là, faut gérer tes problèmes. Et être nul, c'est pas une fin en soi. Le problème, c'est que nous sommes dans une société où on a dressé l'échec comme le pire truc qui pouvait arriver. On a l'impression qu'un mec qui échoue, frérot, une meuf qui échoue, oh là là, c'est vraiment une merde. Alors qu'en fait, échouer là, c'est le passeport d'entrée pour la réussite. C'est l'antichambre du succès, l'échec. Donc quand on te dit que t'es nul, sois heureux de cette information. Parce que du coup, tout ce qui te reste à faire, c'est progresser. Et quand tu es assez lucide sur toi-même, quand tu as fait une introspection, une auto-analyse qualitative, il n'y a plus grand monde qui peut t'atteindre, hein, frérot. Si moi, je ne suis pas au clair avec le fait que j'ai un peu d'embonpoint, le premier qui me fera une vanne sur mon bide, là, ça a mal passé, hein. Et je serai là. Et c'est de la grossophobie. Moi, je sais pas. Hein. Il m'a dit j'ai débourré. Je peux le prendre comme ça aussi. C'est vrai. Après, c'est des questions. J'ai débourré. Si jamais le fait qu'il me dise j'ai débourré me dérange, il me reste à développer du gainage, prendre mes jambes, mettre mes baskets et entamer les différents footings que je peux entamer. Voilà. Si t'es nul en humour, ben, il faut trouver un moyen d'être bon. Et si effectivement, au bout d'un certain temps, malgré des méthodologies de travail exceptionnelles, tu n'as pas réussi, peut-être il faut se rediriger vers la soudure. Un CAP plomberie. CAP plomberie. Est-ce que t'as coiffure. Est-ce que t'as des regrets des fois sur tes positions ou sur des fois où t'as pu dire la vérité, t'as vu la réaction de la personne et est-ce que t'as déjà nourri des regrets? Moi, je sais, par exemple, j'ai pas de mal. Moi, je suis un peu de ton côté dans le sens où j'aime bien, surtout avec les gens que j'aime, pas perdre de temps et dire la vérité, aller à l'essentiel. Parce que passer par des chemins ou ne pas dire la vérité, c'est pas aider la personne. Mais même moi, j'ai des problèmes avec ça dans mon entourage parce que je me rends compte que les gens savent pas gérer, en fait. Mais c'est pas grave. Moi, je sais gérer parce que mon père aussi, c'est un daron quinf. Il a été dur avec moi. Il a toujours dur, mais pas dur dans le sens tu sais, le daron cliché qui va te mettre des gifs tout le temps. La vie, c'est dur. La vie, c'est dur. Tu peux pas compter sur les gens. Fais-toi d'abord confiance à toi. Compte sur toi-même et sois fort. Tu sais, ce genre d'éducation. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème à gérer la vérité. Mais je vois qu'il y a des personnes qui ont pas ce même bagage. Et des fois, je me remets moi-même en question. Je me dis, mais est-ce que leur dire la vérité de manière frontale comme ça rentre dans leur cerveau? Tu sais, des fois, j'ai l'impression de leur dire quelque chose pour les aider. Je leur dis la vérité. C'est censé les aider. Mais comme ils sont pas prêts à recevoir la vérité, eh ben, ils se braquent. Et puis finalement, ils t'écoutent pas, en fait. Donc, en gros, des fois, j'ai ce débat en ce moment. Est-ce que ça vaut la peine des fois d'être aussi frontal en fait avec certaines personnes. Je vais essayer de t'apporter un élément de réponse puisque moi je me fais la même réflexion. Il y a une forme de solitude qui vient avec ce type de caractère parce que du coup c'est pas tout le monde qui peut traîner avec toi. Il y en a, traîner avec toi c'est un problème en soi parce que ça les renvoie en permanence à leur propre insuffisance. Mais en permanence. Et donc forcément, comme on est humain, il y a un soir frérot, t'es un peu plus seul que les autres. Où t'es avec une petite musique. You are the sunshine of my life.
Ça, c'est un petit son que j'aime bien. D'un wok asiatique, ça. Voilà. Tu es face à la mer et tu te dis, putain, est-ce que peut-être je devrais pas faire un peu des concessions vis-à-vis de moi-même? Ça veut dire baisser les curseurs que je me suis fixés moi-même pour être intégré à ce groupe de gens-là. Frérot, il n'y a aucun moment où c'est un bon calcul, ça. Parce que à la fin, ce que ça va te demander d'être validé par ces gens-là, d'être un peu moins seul, c'est d'être autre chose que ce que tu es toi. Non, pas forcément demander une validation des autres ou obtenir une validation des autres. Ah bon? Mais moi, j'ai un peu ce sentiment que des fois, j'ai envie d'aider les gens par la vérité. Et je vois qu'ils sont pas prêts à recevoir la vérité. Mais tant pis, un ami te dit pas ce que tu veux entendre. Un ami te dit ce que tu as besoin d'entendre. Donc, je suis d'accord. Si à un moment donné, à force de lui dire la vérité, il te voit comme un ennemi ou le problème. C'est que c'est pas un. Non, mais ami. accepte. Accepte l'information, en fait. Encore une fois, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Moi, j'ai pas une image de moi comme étant un être absolu. Quand on me rejette, j'accepte. Quand on choisit quelqu'un ou quelque chose d'autre que moi, je fais avec. Quand on m'aime pas, j'enchaîne. C'est pas tous les gens que tu aimes qui resteront toute ta vie. C'est pas tous ceux à qui tu fais confiance qui seront loyaux. La vie, elle est comme ça. Faut s'acheter un putain de casque. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression bien plus qu'à d'autres époques, on a un rapport à la dureté, aux choses de la vie, là, qui sont, mais c'est fou comme maintenant, il n'y a que des mentalités de l'outre. Les gens ont un mental de l'outre, frérot. Au premier bobo, parce qu'on a passé notre temps à dire aux gens, exprime-toi. Dis-nous ce que tu ressens. C'est important. Le confort aussi, le confort. Alors qu'on s'en branle complet, en fait. On ne vit plus de choses suffisamment difficiles. Mon frère, sinon, comment tu peux être dans notre milieu, une meuf s'engueule avec un mec qui te dit, on s'est engueulé en soirée. Rien, hein, ils se sont pris le crâne. Ah oui, du coup, derrière, j'ai pris de l'anxiolytique. T'as pris de l'anxiolytique parce que il y a un gars qui t'a dit, va te faire foutre, toi. Est-ce qu'on peut tous ensemble s'asseoir et évaluer le niveau d'encaissement de cette putain de personne? Parce que des mecs ont dit en loge, je vais enculer cette salle, toi, ça a brisé ta journée. Est-ce qu'on peut tous s'asseoir ensemble pour évaluer ton niveau d'endurance, toi? C'est celui même les moineaux te tapent, toi, c'est sûr. Tu es nul, même mental de l'autre, encore une fois. Gros, moi, je suis un homme de décision. Je suis absolu là-dessus. Et ça me dérange pas d'être seul. J'en ai rien à foutre de pas être validé par des gens que je ne respecte pas. Je ne cherche pas le respect de quelqu'un que je ne respecte pas. Ce que je te dis là, frérot, c'est hyper important. Il y a des gens, ils cherchent le respect de gens que fondamentalement, ils ne respectent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils pensent que avoir le respect de ces gens-là, ça va leur permettre d'arriver quelque part. Donc eux, depuis le départ, ils font des comptes d'apothicaire. Moi, non. Moi, le seul type de relation qu'on peut avoir ensemble, Dikosh, toi et moi, c'est une relation équilibrée. Je n'attends rien de toi. Tu ne dois rien attendre de moi. C'est le meilleur moyen de créer une vraie relation. Tous ceux que j'ai eu des problèmes à un moment donné, c'est des gens qui... soit ils attendaient un truc de moi, soit ils avaient un problème avec la vérité. C'est toujours ça. Ce n'est jamais, il n'y aura jamais d'histoire de « il a capturé ma grand-mère, il lui a introduit du chorizo dans les oreilles et face à la lune, il n'y a pas de chorizo garou là, face à la lune, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire comme ça. Il faut être à l'aise avec ça, frérot. Il faut être à l'aise avec ça. C'est pas grave, tu dis la vérité. Et bien, si à la fin, il reste que 4 gars, les 4 gars là, Dikosh, ce seront des vrais, hein? Ouais. Les 4 gars, frérot, ce seront des vrais de vrais. Donc, il faut être absolument à l'aise avec ça. Et on n'est pas censé être ami avec tout le monde, une fois pour toutes. Quand une amitié s'arrête, pas parce que le mec est un connard, ils ont du mal avec ça, les gens. Moi, maintenant, je dis même plus les circonstances. Moi, je dis, nos chemins se sont séparés. Il vit sa vie, je vis la mienne et basta. Je cherche pas à prouver au monde entier que t'es une merde. Ça veut dire que toi, t'as un ego ou tu crois que t'es Queen Bee. Et même Beyoncé, on l'a trompé, frérot. Donc, a priori, faut vraiment se détendre, hein. Ouais. Personne n'est absolu, frérot. La vérité. Personne n'est absolu. Et la vérité, par contre, c'est la seule chose qui est absolue dans ma vie. C'est la seule chose qui est absolue. Je ne jouerai pas votre jeu à la con. Dans aucun domaine que ce soit. Je suis capable de dire à Bolloré ce qu'il a fait en Afrique sur une chaîne de Bolloré. Je peux aussi dire à des meufs dans nos milieux, toi, tu n'as rien vécu. Toi, il t'est rien arrivé, toi. Toi, tu instrumentalises un combat noble pour faire de la merde. Et comment vous allez le prendre là, comment vous allez commenter sur Internet ou pas, je n'en ai strictement rien à foutre. D'ailleurs, la raison pour laquelle ma vidéo a plus buzzé que bad buzzé est que il y a plus de gens comme moi que de gens comme eux.
J'ai reçu des tonnes de messages. Ils n'ont pas osé l'assumer publiquement, les gens, parce que, sujet un peu sensible, tu comprends? Si je fais pareil, si tu fais un extrait où on parle de Israël et Palestine, il y aura peu de commentaires de gens du game dessus, hein. Pourtant, Netanyahou, c'est une ordure. Mais il y aura peu de gens. Écoute, la question, elle est très simple, Dikosh. Et il faut que tout le monde se la pose. Comment on s'est démerdé pour créer un monde où dire la vérité est un acte révolutionnaire? Vous êtes devenus fous, quoi. C'est incroyable. On est arrivé à un niveau, frérot, où si tu dis que ce mur-là, il est vert. Ambo. Il est complètement malade. Alors, je suis pas malade. Il n'a pas de couleur. Il est bleu. Ah, non, regarde bien le mur. C'est vert. Vous vous rendez compte? Tu vas violer. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Si je me rappelle, c'est un 15 janvier. Ah, voilà. Et encore une fois, hein, je ne déprécie pas le combat des femmes quand je fais ça. Hein. T'as bien compris ce que je veux dire. C'est cette connasse-là que je veux démonter. Tu comprends? Je respecte toutes les femmes. Je protégerai toujours tout ce qui me protéger. Mais les gens comme ça, là, je vais leur faire la misère jusqu'au bout. T'es remonté. Ouais, ce sont des merdes. Ce sont des merdes. Jusqu'au bout, je vais leur faire la misère. Tu comprends? Comme je lâche pas Bolloré, comme on lâche pas France Inter. Parce que le rôle d'un humoriste, c'est d'être un acteur pour faire en sorte que la société devienne plus vivable. Ça veut dire que on n'acceptera pas la victimisation injustifiée. On est prêt à défendre. C'est notre rôle de défendre les nobles causes. Oui. C'est le rôle d'un artiste de faire ça. L'opprimé, la veuve. Bien sûr, c'est mon rôle de faire ça. Donc si moi j'arrive et que je me déchaîne sur un truc, demandez-vous pourquoi. Vous m'avez tous connu, c'est pas mon combat contre Bolloré qui m'a fait percer, frérot. C'est pas ça? Bon, ben alors, je suis devenu un fils de pute entre-temps? Ben non, juste, il y a des trucs qui sont pas normaux et je le dis. Je te répète une chose importante. On a créé un monde où dire la vérité, c'est compliqué. Mais comment? Est-ce que ce que je te dis là, c'est vrai ou c'est faux? C'est absolument vrai. Merci. Ça te dérange pas? Tu trouves pas ça fou, frérot? Ah si, tu as 2 enfants, tu m'as dit, n'est-ce pas? 2 beaux garçons. D'accord. Tu n'es pas inquiet du monde dans lequel ils vont évoluer? Tu vas leur transmettre quoi? Tu vas leur dire, fiston, quand ça devient un peu trop chaud, fais des concessions? Faut leur transmettre des valeurs. Faut leur transmettre le goût pour la vérité, pour l'honnêteté. Voilà. Pour les choses simples, il faut leur imposer des valeurs. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et faut pas oublier aussi d'où tu viens, faut pas oublier tes origines. Je pense que si tu imposes un cadre éducatif à tes enfants, et ben il y a pas de raison qu'ils deviennent des gens bizarres à l'avenir. Mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça aussi que j'aime ton parcours et que j'aime ton goût pour la vérité. Si je veux avoir cette discussion avec toi. Il faudrait aussi dire la vérité. En fait, si t'es pas capable dans la vie de subir les conséquences d'un refus ou d'une opposition, tu pourras jamais être toi-même. Elles sont simples, les choses. Si à chaque fois que tu vas quelque part, tu dois convenir et correspondre, à quel moment t'es toi-même? Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, les problèmes que j'ai eu, moi, le mot qui me colle depuis le début, vous le connaissez, c'est problématique. Mais il est problématique, pourquoi? Il n'y a aucune histoire il a pris un couteau, il a planté quelqu'un. Il n'y a aucune histoire dingue sur moi. Il n'y en a aucune. Tu comprends? Il n'y en a pas une seule. Mettez en commentaire. C'est parce que tu fais mal aux gens avec la vérité. Voilà. La vérité transperce. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait mal. Je vais m'aller plus loin, Dikosh. Depuis le temps que je fais chier, là. S'il y avait un vrai bail sur moi, tu penses pas qu'ils auraient déjà défilé sur le champ de Mars? On le tient, on l'a attrapé, on le tient. Mais non, ils n'ont rien, frérot. J'ai vu ce sketch et c'était encore drôle. Tu peux pas le tuer. Bah non, c'est pas légal. Tu m'en fous. Tuez-le. De toute façon, il y a les tribunaux pour régler vos comptes s'il y a quelque chose. Mais... Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Edgar Yves, est-ce que tu prends, on va terminer sur ce sujet, est-ce que tu prends le temps de vivre? Est-ce que plus maintenant, en dehors des scènes, c'est un vrai débat qu'on a commencé à avoir tout à l'heure. Moi, t'as vu, je t'ai invité ici, j'aime bien faire venir mes potes humoristes et les gens que j'aime bien ici dans mon 77, parce que c'est un choix de vie, tu vois.
Moi, ça me permet à chaque fois pas me dire me ressourcer, mais en tout cas de faire qu'il y ait une distinction entre ma vie professionnelle et ma vie de famille. Est-ce que toi, dans ce rush, dans la gloire que tu peux connaître aujourd'hui, j'ai beaucoup ce débat en ce moment avec des comédiens qui pètent en fait. Est-ce que tu as le temps de vivre en fait? Est-ce que t'es pas dépassé par les événements? Parce qu'on cherche tous ce moment où on va péter, tu vois. Et après, on arrive au top et peut-être que jusqu'à on prend maintenant, plus le temps non. de vivre. Le problème, c'est que dans la période où on est dans la conquête, dans la quête de ce qu'on veut, on sacrifie absolument tout. Il y a des potes que je connais depuis 20 ans, à qui je ne reparlais plus, parce que j'étais tous les jours en comédie club. À la fin des comédie clubs, je picolais avec les gens du comédie club. Et comme on passait du temps, et qu'on avait une passion commune et qu'on passait du temps au même endroit, puis qu'on a fini par croire qu'on était amis. Et ils te disaient en soirée, en bourré, ouais, pour toi, je pourrais perdre un rein, t'inquiète. Le jour où l'occasion de perdre un rein va se présenter. Où le chirurgien a demandé, quelqu'un peut donner un rein? Il ne perdra même pas un ongle pour toi. Et ça, c'est des éléments qui te font revenir à la réalité et qui t'endurcissent. C'est bien la souffrance qui nous fait grandir. Pour ceux qui veulent l'éviter, là, qui s'inventent des vies, là, la souffrance nous fait grandir. Donc moi, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Cette année, mec, elle a été extrêmement dure parce que autant elle a été très bonne sur le plan professionnel, autant sur le plan privé, ça a été très dur. Je n'ai plus aucun ami dans le milieu de l'humour. Parce que je considère qu'ils sont complètement fous. C'est particulier. J'en ai plus aucun. J'ai des amis que je connais depuis 20 ans que j'avais pas calculé à cause de mon métier. Bah maintenant, j'ai fait amende honorable. Je leur reparle. Ah, c'est comment? Ça va avec ton fils? Peut passer, on fait un barbecue, on discute. Ah, comment tu vas, toi? Alors, t'as une copine à l'école, t'es amoureuse. Je vis des choses simples maintenant et je reviens à ça. Mec, cette année, mec, à cause des problèmes, de la calomnie, du mensonge, j'ai commencé à faire des vraies crises d'angoisse. J'ai commencé à faire de l'attaque de panique, me retrouver à l'hôpital, des arythmies cardiaques. Pour la première fois, je me suis rendu compte que j'avais un corps et une santé pas éternelle, tout ça, machin et tout. Donc, il y a d'autres questions de la vie, moi, qui sont venues me saisir et qui m'ont fait me dire, ok, d'accord. Bon, déjà, faut plus que jamais continuer à dire la vérité, parce que je sais pas pour combien de temps t'es là. Mais le temps où t'es là, il faut les faire zouker jusqu'à la fin. Que toi, on te connaisse comme un DJ. Qui a mis du son partout où il est passé, qui a mis une ambiance. Faut être reconnu comme un DJ de la vie, qui a mis une ambiance partout où il est passé. Première chose. Et maintenant, ouais. Regarde, je viens te voir dans le 7-7 parce que je me dis, ça va me faire voir autre chose. Je vais venir, j'aime bien Dikosh. On s'est toujours un peu senti de loin, mais de loin, moi, j'étais toujours bien apprécié. Donc, je me dis, tiens, tu sais quoi, je vais aller le voir. Ça me changer un peu de faire autre chose. Je suis avec une femme qui n'a rien à voir avec le milieu de l'humour, sortie avec beaucoup de comédiennes. Là, je fais des tonnes de raisons. On n'est pas normaux, en fait, les comédiens. Ouais, on n'est pas normaux. Je sais même pas si on est fait pour être ensemble. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, peut-être pendant une certaine heure, me disait un comédien, me disait, après, il me disait, moi, j'ai un temps. Après minuit, faut rentrer. Moi, j'ai un temps. Vous, là, c'est de 15h à 17h. Une fois que votre créneau à vous, les comédiens, il est passé, moi, je suis un bouliste. Je joue à la pétanque, je fais autre chose. Moi, je suis un champion de ping-pong, mais je n'ai rien à voir avec votre histoire. Et je pense que l'équilibre dans ce milieu, c'est pour ça que tu as ouvert sur un truc intéressant. Je pense que l'équilibre dans ce milieu passe beaucoup par l'équilibre que tu as en dehors. Plus que jamais, frérot. Ça passe pas l'équilibre que tu as en dehors. Moi, les rapports que j'ai avec ma copine maintenant, c'est avant, mec. Mec, avant, j'allais en comédie club. À la fin du comédie club, je me bourrais la gueule avec des comédiens dans le comédie club. Je rentrais chez moi, je revenais au comédie club. Toute l'année, c'était ça. J'allais jouer. En vacances, je partais en vacances avec des comédiens. Je sortais avec des comédiennes. Mec, j'ai fini par exploser, en fait. Ouais. Quand j'ai réussi, tout ce monde-là a commencé à se tourner, me mettre des coups de chlasse. Et je me suis rendu compte que autant j'avais fait les bonnes analyses sur le plan professionnel, autant j'avais eu le courage de travailler correctement, de me mettre en face de mes insuffisances, parce que moi, quand j'ai démarré, je n'étais pas parfait. J'avais des qualités naturelles pour faire ce métier, mais par contre, j'étais nul sur plein d'aspects. Mon jeu s'est amélioré, mes choix de sujets, mes choix de thèmes. J'ai démarré en parlant du zouk comme tout le monde. Moi, je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait modifier un peu le cadre, et puis je suis arrivé sur la corruption, Bolloré. Donc, j'ai grandi aussi, j'ai beaucoup bossé. Par contre, sur le plan pro, comme c'était pas le plus important, pour moi, finalement, c'était des animaux de compagnie. C'était un délire de frérot. Je traîne avec des gens pour me sociabiliser un peu. Mais tout ce qui comptait, frérot, c'était de percer en stand-up, d'être reconnu comme un grand stand-upper. Donc pour moi, la soirée bière et picole, où à la fin je couchais avec Denise, là, c'était un moment de détente après un grand match. Et puis le lendemain, il y avait encore un autre grand match. Maintenant,
la partie en dehors est hyper importante pour moi. Je suis avec une Italienne qui a pas la mentalité française, déjà, ce qui est vachement important pour moi. Et les Italiens, c'est un peu des blédards aussi, tu vois. Donc, on se retrouve sur beaucoup de trucs. On part en vacances ensemble. Elle m'aide, elle m'équilibre, je l'équilibre. Elle s'appuie sur moi, je m'appuie sur elle. Ce que je rencontre, c'est un plus. Sinon, frérot, je passe vite à autre chose. J'ai les moyens de ma politique, parce que l'avantage de faire une grande tournée est que du coup, tu fais un beau chiffre d'affaires. Et à la fin, t'as un compte en banque qui est rempli. Donc, je suis pas millionnaire, mais par contre, je peux m'acheter ce que je veux. Quand je fais les courses, je regarde pas. Je peux aller en vacances du jour au lendemain. Tu vois, là, on part au Portugal. Après, on va enchaîner Tanzanie, Zanzibar. Pour la première fois de ma vie. Là, tu vis là. Mais pour la première fois de ma vie, bien. cet été, je pars 3 fois, frérot. Je fais Portugal. Je reviens du Portugal. À Portugal, je vais faire Afro Nation. Tu sais, je vais danser avec Dadju, tout le monde, bien sûr. Et loge privée, j'ai payé tout, frère. J'ai dit à ma copine, tu prends le plus cher. C'est Guingamp, Bordeaux, Toulouse, Poitiers. C'est eux qui nous sponsorisent. C'est la France qui m'a envoyé là-bas. Je suis le représentant de l'humour français noir. Je suis Mobutu deuxième. Mais c'est mérité, c'est mérité. Va kiffer, Portugal, Tanzanie, Zanzibar. Après, je finis un peu au Japon. Après, je fais une grosse prépa physique. Parce que physiquement, moi, j'ai beaucoup payé cette année. Vers la fin de saison, là, frérot, j'avais plus une goutte de jus, mec. Faut le prendre au sérieux, c'est un vrai. Attention, hein. Il y a des Américains qui font des prépas physiques avant de... Mais là, mec, pour la première fois, je vais faire une prépa physique et de malade, hein. Surtout toi, t'as un coffre énorme, t'as un rythme... Même quand je... Un rythme énorme. Un rythme très soutenu, c'est pas du stand-up chill, moi, je suis pas là. Même les gens qui t'écoute doivent faire une prépa. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas du stand-up chill du style. Et je sais pas si vous connaissez la Jamaïque. Mais non, moi, c'est très énergique et c'est pendant 2 heures, 2 heures et demie tous les soirs. Ensuite, tu vas dans l'hôtel, après tu prends le train ou l'avion, tu vas à la date suivante. Pour faire une tournée, frère, physiquement, il faut être en forme. Ça, je l'avais pas pris en compte non plus. C'est des nouveaux thèmes que je vais aborder dans Vigilance, mon nouveau spectacle. Et ça, effectivement, j'ai manqué de vigilance là-dessus. J'ai beaucoup manqué de vigilance là-dessus parce que je me rends compte que l'hygiène de vie que tu as en dehors t'aide à tenir la distance. C'est ça aussi. On est peut-être trop dans ce boulot-là, de A à Z. On fait trop tout dedans. Il faut avoir une vie en dehors. C'est hyper important, tu vois. Toi, tu es dans le 7-7. Je t'ai toujours trouvé plus détendu quand je t'ai vu, plus équilibré. Les gens comme toi, souvent, je vous regarde en mode, pourquoi lui, il est pas en colère? Il y a que moi qui suis fâché ici. Je te jure. Des fois, je vous regarde en mode, mais lui, il est pas fâché, lui. Parce que toi, c'était dans le 7-7, tu sais, des barbecues. T'avais autre chose en dehors pour t'équilibrer. Moi, j'ai tout misé là-dedans. Alors, ça peut expliquer aussi, du coup, ma réussite. Parce que moi, plutôt que d'être dans le 7-7, dans un meilleur logement, ben, j'étais dans le 18e, dans une chambre de bonne, de 8 mètres carrés, toilette sur le palier. Mais par contre, j'étais à 5 minutes de tous les comedy clubs. Oui. Voilà. Donc, par contre, je pouvais aller jouer de 18h à 1h du matin. C'est des choix stratégiques. Dans la vie, il y a 2 types de réussite, frérot. Il y a la professionnelle, mais il y a aussi la privée. Ouais. Mais l'idéal, après, il faut choisir. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Ouais. Mais moi, pour le moment, j'ai une réussite professionnelle. Mais sur le privé, j'ai beaucoup de réglages à faire. Je me suis rendu compte que j'ai mal choisi. Je me suis entouré de beaucoup trop de comédiens et de comédiennes. Je maintiens que c'est une énorme connerie, tu vois. Donc maintenant, quand t'es bouché, tu m'intéresses. T'as grandi où? Viens, je t'offre un verre. Électricien, j'adore, super. Comment tu t'appelles? Tu vois, c'est important. On le dit pas assez aux gens. Mais maintenant, dès que quand tu me dis comédien, le pourcentage de chances que tu es entré dans ma vie, mec, il baisse de 80% maintenant. Maintenant, ce que je veux, c'est des gens de la simplicité. Des Toulousains qui crient de la diversité. Des boulistes. Je veux être ami avec des joueurs de pétanque, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux des trucs qui n'ont... Je veux... Être attaché à la vie. C'est pour ça que je te posais cette question. Est-ce que tu prends le temps de vivre? C'est très important pour moi. Oui, je veux vivre des choses qui me feront relativiser les thés de Télérama, l'émission de TF1, l'émission de M6 ou celle de Canal, ou d'être Non, je veux que les gens me ramènent à l'essentiel et ce qui est important. Je t'ai dit, hein, malgré tous les problèmes qui sont essentiellement des problèmes de calomnie que j'ai vécu cette année, il y a une meuf qui m'a raconté un truc qui lui est arrivé gravement, comme je t'ai dit. Elle était kidnappée, machin et tout. Il lui est arrivé des dingueries, c'est pas à moi de le dire. Mais quand elle m'a raconté ça, mec, j'ai pas dormi pendant 3 jours. C'est une femme à qui il est vraiment arrivé des dingueries. Parce que j'ai vécu ça, quand j'ai vécu les calomnies avec les meufs, là, il y a plein de gens qui m'ont apporté leur soutien en disant, bah, le mec s'est engueulé avec une meuf, on veut lui faire des histoires pour rien, c'est des conneries. Il y a une femme qui m'a raconté, frérot, qu'on l'a kidnappée. On l'a kidnappée à un arrêt de bus quand elle avait 14 ans. Il lui est arrivé des vraies dingueries. Elle a passé une nuit compliquée. Quand
quand elle m'a raconté ça, mec, c'était tellement violent ce qu'elle m'a dit, frérot, que j'ai pas dormi pendant 3 jours. Et après, je me suis dit au thème des 3 jours, et moi, ce qui me rendait triste jusqu'à maintenant, c'est que machin avait dit à machin que moi, j'aurais apparemment machin. Est-ce qu'on en a pas rien à foutre, frérot? Donc maintenant, je les calcule plus. Ces gens-là, de ce milieu, je le dis ici, mec, ils n'ont aucune importance pour moi. Ils n'en ont aucune. Je sais que le milieu de l'humour, c'est ça. Et le monde, c'est ça, frérot. T'as capté? Donc, je vais pas définir ça à travers un petit point comme ça dans l'océan. T'as compris? Je viens, je travaille. Ceux avec qui je peux rire, tu m'as vu, je suis toujours le premier à mettre l'ambiance sur le trottoir du Comedy Club, à faire rire tous mes potes. Tout le monde te dira, je suis un bon gars. Ceux qui m'aiment pas, c'est pour des raisons très techniques qui n'ont rien à voir avec... Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui m'aiment pas, c'est souvent... Si tu remontes tout en haut de la pyramide, il y a un seum, frérot. Mais sinon, moi, je suis le mec qui fait rire tout le monde, frérot. Tout le monde me connaît. Dès que j'arrive au Paname, Edgar est là, on va rigoler. Ben, bien sûr. Parce que je fais les blagues que personne n'ose faire, parce que je fais rire tout le monde. Donc, ils sont rien pour moi. Ce qui m'intéresse, ceux avec qui je peux rire, je rigole avec eux. Ceux avec qui je peux pas, ben, c'est bien, on rigole pas. Très bien. On va pas se prendre la tête, on rigole pas. À la fin, ce qui compte, c'est de faire des blagues. On est là pour ça. Bon, il se trouve que je suis bon dans ce domaine-là aussi, pour le coup. Donc, j'arrive, je fais ce que je sais faire. Je rôde mon show. Je vis avec mon public et je trace ma vie. J'ai un lien fort avec ceux qui me suivent maintenant et ça m'équilibre beaucoup. Amen. Edgar Yves, merci pour cet entretien. Avec plaisir, frérot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Il faut qu'on me souhaite de la santé. J'ai entamé un processus depuis maintenant 1 an important. Je bois plus, je fume plus. Bon, Amen. J'ai jamais pris beaucoup de drogue. Hein. Ça m'est arrivé de prendre 2-3 traces de C par-ci par-là à l'époque. Parce que moi, je suis un mec. On peut me tenter bêtement, quoi. je suis quand même influençable. Je suis faible. T'en veux? Non, tu devrais essayer. Bon, d'accord. Vraiment, vraiment. Moi, ça va très très vite, quoi. Donc, il faut qu'on me donne la santé. Souhaitez-moi par-dessus tout du courage, parce qu'il y a des moments c'est pas difficile, c'est pas facile. Que le bon Dieu, moi je suis croyant, continue de mettre des bonnes étoiles sur ma route, frérot. D'où moi je suis parti là, me retrouver dehors avec 5 € sur mon compte à la rue pour être là où je suis, pour être là où je suis maintenant. C'est forcément parce que j'ai une bonne étoile. Donc pitié qu'elle reste dans les parages, parce que j'en ai besoin pour continuer à dire la vérité, continuer à faire mon travail pendant 20 ans, faire rire les Français et dénoncer les problèmes de société. Et souhaitez-moi du courage et de la santé. C'est le truc dont j'ai le plus besoin. Voilà, des bons amis, une femme aimante. Voilà, du barbecue, voilà, des légumes, du bon sport. Souhaitez-moi des choses essentielles de la vie parce que finalement, j'en ai pas profité. J'en ai pas assez profité, frérot. Quand je vois des gars comme toi, beau gosse, t'as une femme, 2 enfants, moi, j'ai envie d'avoir ce que t'as, par exemple. Tu vois, moi j'ai envie d'avoir ça aujourd'hui. J'ai envie d'avoir une famille, d'avoir ma vie en dehors. Écoute, pourquoi ceux qui ont percé un peu dans ce métier, frérot, ils se sont vite éloignés? C'est dur, c'est un milieu dur. La capacité que les gens auront à répondre à cette question-là, ils vont comprendre de quoi on parle. Les gens, le premier truc qu'ils font quand ils percent en humour, c'est quitter le game. Le premier truc qu'ils font. Moi, je suis arrivé, j'ai quitté. T'as quitté. Géographiquement, en tout cas. Voilà. Et je continue à faire mes allers. Frérot, il y en a, ils sont même plus à Paris. Il y a des grandes stars de ce milieu, ils vivent même plus à Paris. Bien sûr. Parce que eux, ils sont arrivés à un niveau où quand ils mettent leur nom sur une affiche, quoi qu'il arrive, c'est rempli. Donc eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent se faire chier? Donc ça veut dire bientôt tu vas venir me rejoindre dans le 77 alors. Bien sûr, non, mais je vise d'autres villes. Déjà, j'aimerais bien acheter vers Toulouse, Bordeaux, Biarritz, les villes un peu du sud là. Il fait chaud encore. Moi, je suis dans leur délire ACDC, surf, barbecue. Moi aussi. Moi, ils m'ont eu là-dessus. Moi, j'aime bien les trucs comme ça et tout. Pétanque, ping-pong. Voilà. Cano. Il faut que tu ailles à Cano. Ou à Biscarrosse. Voilà. J'aime bien cette nom-là avec des petits sons. Un mec qui est là. Ramsis, je suis là. Dis donc, chérie, il est bien ce monsieur. Donne-lui un peu de fric. C'est pour le pourboire, j'adore. Continue à chanter. C'est la madame. C'est bien un blanc qui travaille comme ça. Un punk à chien. Punk à chien. Prends 20 €. Prends un peu de fric. Il faut absolument que je vive autre chose. Donc, souhaitez-moi ça. Et beaucoup de distance par rapport à notre milieu et d'être vraiment hors d'atteinte des coups parce que c'est vrai que les gens ils emploient des méthodes qui sont vraiment pas chevaleresques, tu vois, parce que tu peux ne pas aimer quelqu'un, c'est parce que t'aimes pas quelqu'un
T'es prêt à toutes les bassesses. En fait, c'est le concept, comme je t'ai dit dès le départ, de je l'aime pas, il doit plus vivre, en fait. Tu vois, ça, c'est fou. Cancel Nation. Mais t'imagines? Mm. Ils sont là-dedans, en fait. Si eux, ils ne t'aiment pas, toi, tu dois plus exister. Écoute, il n'y a pas que moi que ça choque, mec. Hein. C'est la raison pour laquelle, quand on débat publiquement, il ne gagne jamais en face de moi. Parce que du coup, tout le monde fait, bah pardon, mais ce que ce jeune homme vient de dire, là, c'est plutôt cohérent, en fait. C'est ce qui fait mon succès avec les gens. Mm. Ce qui t'a marqué chez moi, c'est que j'arrive, frérot, et je dis ça, sévère, hein? On avait convenu que, mon frère, vous avez convenu ce que vous avez convenu, ben je vous le dis haut et fort, il est Ce midi mur là, est vert. ce mur est vert. Ce mur est vert. Ce mur est vert. Merci pour ta vérité. Merci pour ta sincérité. Merci de l'accueil, frérot. Edgar Yves Monou Junior. Bâtard. Ils ont vraiment mis Junior, frérot. Ils ont vraiment mis Junior.